Nous voilà à la troisième conférence du Centre Elahe Omidiyar Mir Jalali d'études persanes de cette année. Comme vous savez, il y a toujours 3 conférences par an, une conférence sur l'Iran pré-islamique, une conférence sur l'Iran médiéval et une 3e sur l'Iran moderne et contemporain. Et donc, ce soir, après les conférences de Marjan Mashkour sur la préhistoire iranienne et celle de Christiane Gruber sur l'art islamique et l'art iranien médiéval, nous voilà donc avec mon amie et collègue Agnès de Victor, que je suis très heureux d'accueillir, qui est historienne de l'art et enseignante à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et donc qui est spécialiste du cinéma du monde musulman et plus particulièrement le cinéma iranien. Elle est l'auteur de nombreuses publications. Je citerai juste quelques-uns de ses livres. Le premier, je pense, tiré de ta thèse, n'est-ce pas, Agnès, Politique du cinéma iranien, donc publié au CNRS Éditions en 2004. Ensuite, Images, combattants et martyrs, la guerre, Iran-Irak, vue par le cinéma iranien, publié chez Karthala en 2015. Et puis, l'Iran, mise en scène, donc en 2017. Et puis, elle a dirigé également des ouvrages collectifs, juste peut-être pour exemple, avec Jocelyne Dahlia et d'autres, Création artistique contemporaine en pays d'islam, qui est apparu en 2006, ou encore avec Cécile Boex, Syrie, une nouvelle ère des images. Et puis, donc je crois savoir que tu prépares un ouvrage qui s'appelle Histoire du cinéma en Afghanistan, n'est-ce pas, et qui va normalement paraître chez Asiatech en 2026. Un très grand merci, Agnès. On sera accompagné ce soir par une autre amie et collègue, Amélie Novéglise, que je remercie également, qui enseigne à l'INALCO, en islamologie et à la section persane et au département arabe de l'INALCO. Amélie est spécialiste plutôt de la philosophie islamique et plus particulièrement de la philosophie chiite dans le monde persanophone. Elle a également plusieurs publications, en particulier sur les dimensions anthropologiques et ethnographiques du chiisme iranien et irakien. Et la raison pour laquelle elle est ici, c'est parce que avec Agnès, ils ont travaillé ensemble, n'est-ce pas, dans le domaine qui nous intéresse ce soir. Et en particulier, je cite de vous deux un article en commun qui est apparu dans la revue Iranian Studies en anglais, intitulé Soft Epiphanies, The Multi-Layered Narratives in Abbas Kiarostami's Film Close Up, donc sur le film magnifique de notre regretté Kiarostami, Close Up. Et puis, ce qui nous réunit encore plus, c'est qu'ils ont écrit un chapitre ensemble sur un ouvrage collectif que j'ai eu la joie de diriger et qui paraîtra la semaine prochaine, Le Mahomet des historiens, qui est une sorte de suite du Coran des historiens, et qui va paraître aux éditions du CERF la semaine prochaine. Et Agnès et Amélie ont écrit ensemble un chapitre qui s'intitule Mahomet sur grands et petits écrans, proposition d'historiographie. Alors ce soir, donc, Agnès va nous parler du cinéma iranien, miroir diffracté du réel. Je vais d'abord donner la parole à Amélie qui nous parle un court moment des travaux d'Agnès, et puis on laissera la parole à Agnès elle-même. Et après son intervention, donc, nous aurons ensemble un échange. Merci. À toi la parole, Amélie. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Ali, cher professeur, je vous remercie de votre invitation et je suis à la fois très heureuse et honorée d'être parmi vous pour introduire la conférence d'Agnès de Victor. Chère Agnès, tu es à la fois une collègue et une amie très chère,
mais tu as d'abord été l'enseignante qui m'a profondément marquée en me faisant découvrir l'Iran moderne et contemporain à travers son cinéma. Et depuis plus de 20 ans, nos échanges à Téhéran, à Paris et ailleurs ont été pour moi une source inestimable d'enrichissement intellectuel. Je vais essayer d'être brève et en complément et en écho de ce qui vient d'être évoqué par le professeur Amir Moezi, je voudrais souligner quelques aspects qui me semblent particulièrement remarquables dans ton parcours et ta recherche. Agnès de Victor a d'abord découvert et pensé le cinéma iranien en Iran lors d'un premier terrain pour sa recherche doctorale au milieu des années 90 qui devait durer 3 mois et qui s'est finalement prolongé 4 ans. Cette immersion et ce temps long lui ont permis d'explorer la grande diversité de la production d'images filmées en Iran, mais aussi les rouages politiques et institutionnels du cinéma iranien, la diversité de ses acteurs et de leurs interactions, ses tournages, ses costumes et leurs différentes étoffes, ses archives, ses salles de projection et ses critiques, ses nombreuses contraintes, bien sûr, mais aussi ses espaces de créativité et de liberté. Il s'agit d'une recherche remarquable qui a donné lieu, comme cela a été évoqué par le professeur Amir Moezi, à la publication d'un ouvrage en 2004 intitulé « Politique du cinéma iranien ». Au cours de ces années et lors des séjours qui ont suivi, Agnès de Victor s'est intéressée et a investi des espaces d'une grande diversité, des lieux de tournage à des lieux d'archives et musées, de Téhéran à Kerman, d'Ispahan au Khouzestan, et elle a également toujours porté une grande attention aux réflexions qui se déployaient en Iran, notamment aux pensées de l'image. Cette connaissance fine du terrain a nourri sa recherche et ce qui rend son analyse du cinéma iranien particulièrement remarquable, à mon sens, c'est la façon dont, à partir de tous ces matériaux très riches, elle mobilise différents champs du savoir et tisse des liens entre les arts visuels, l'histoire contemporaine, l'histoire longue, notamment du chiisme, et les sciences politiques. Je pourrais aussi évoquer son attention aiguë aux termes persans et à leur signification possible pour interroger et penser son objet, avec un souci constant, ne pas l'aplatir, tenter d'en rendre compte dans toute son épaisseur, sans jamais perdre de vue sa part d'insaisissable. La recherche d'Agnès de Victor ne se contente pas d'étudier finement le cinéma iranien dans ses dimensions esthétiques, politiques et sociales, mais, et c'est là aussi toute sa richesse, elle transmet une manière d'interroger. Interroger à la fois ce qui est donné à voir et ce qui reste hors champ, interroger les dispositifs de mise en scène et les effets qu'ils produisent sur le spectateur, interroger enfin les différents supports de diffusion des images, du cinéma à la télévision, et les effets qu'ils produisent sur la réception des films. C'est une réflexion qui invite également, à travers le cinéma, à interroger plus largement le sens de notions comme le religieux, le sacré, l'éthique et le politique, et la manière dont elles sont abordées par des films, non seulement à travers des thématiques spécifiques, mais aussi par des manières de mettre en scène, par le choix d'une texture d'image ou d'une temporalité spécifique. C'est donc aussi toute une pédagogie du regard et de l'image qui se déploie dans sa recherche et qui est particulièrement saillante dans ses ouvrages. Je pense notamment à celui qui a déjà été évoqué aussi par le professeur Amir Moezi, publié en 2015, consacré à la guerre Iran-Irak vue par le cinéma iranien, ou encore à l'importante monographie dédiée à l'œuvre d'Abbas Kiarostami, publiée en 2020. Agnès s'est également penchée avec une rigueur exemplaire sur la question de la circulation des films et des images, notamment la réception de films iraniens hors de l'Iran, et elle s'est plus récemment intéressée à la question de la fabrique et à la diffusion d'images et de vidéos de guerre à l'ère du numérique, avec toujours cette grande finesse dans la façon d'interroger ces matériaux dans toute leur complexité. C'est une question qu'elle a notamment étudiée dans le contexte de conflits transnationaux et plus spécifiquement, comme cela a aussi été évoqué, celui du conflit syrien dans les années 2010, dans le cadre donc de cet ouvrage collectif intitulé « Syrie, une nouvelle ère des images » qu'elle a co-dirigé avec Cécile Bouex.
Un autre point remarquable que j'aimerais souligner, c'est qu'Agnès n'est pas seulement une chercheuse et une enseignante hors pair qui ouvre des espaces de réflexion, c'est aussi quelqu'un qui crée des espaces concrets d'échange et qui est animé par une volonté infatigable de tisser des liens entre des chercheurs français, iraniens, afghans et tant d'autres. Je pense à ce formidable colloque qu'elle a organisé à Téhéran en 2006 sur le thème de la croyance et du sacré dans le cinéma et qui a permis des échanges d'une richesse rare entre des chercheurs, des spécialistes de l'image et des cinéastes français et iraniens. Je pense aussi à son engagement tout aussi infatigable dans la diffusion de la recherche auprès de publics variés, dans le cadre des nombreux colloques et programmations de films iraniens, avec toujours cette générosité du partage et une joie communicative qui donne à son travail une épaisseur et un souffle particulier. Je vous remercie. On va te laisser la parole, Agnès. Alors déjà que j'étais impressionnée, alors là... Donc je souhaite tout d'abord, bien entendu, remercier l'École pratique des hautes études et le centre Elaré Omidyar Mir Jalali d'études persanes, ainsi que l'INHA qui nous accueille ici ce soir. Et je dois vous dire combien je suis honorée d'être aux côtés de Mohammad Ali Amir Moezi. Et vous l'avez compris également, avec l'amitié et surtout le lien de recherche que nous avons tissé avec Amélie Neuve-Église, qu'elle soit ce soir à mes côtés. Quand l'invitation m'a été faite de venir parler du cinéma iranien, je me suis demandé bien sûr ce que j'allais faire, si j'allais présenter un ouvrage, une recherche en cours, et j'ai eu envie plutôt de partager avec vous des réflexions qui pourrait peut-être permettre de contribuer à comprendre pourquoi le cinéma iranien est depuis quasiment 40 ans au sommet de tous les palmarès des festivals de la planète. Alors c'est toujours difficile de définir ce qui fait la caractéristique d'une cinématographie nationale, c'est même quasiment impossible. Donc je vais juste évoquer des hypothèses en travaillant à partir des récurrences, qu'est-ce que l'on retrouve fréquemment, et puis des divergences par rapport à d'autres grandes cinématographies nationales. Alors, parmi la première démarcation, dès cette introduction, on peut déjà mentionner l'introduction du cinéma lui-même en Iran. Et contrairement à la très grande majorité des pays de la planète, le cinéma n'arrive pas par un opérateur lumière, il n'arrive pas non plus dans les valises d'un colonisateur. Il arrive à la cour du roi, le roi va acheter non seulement un projecteur, ce qui va être sensiblement la même chose en Afghanistan, qui n'est pas non plus un pays colonisé et qui n'aura pas d'opérateur lumière, mais contrairement à l'Afghanistan, en Iran, le roi achètera aussi tout de suite une caméra. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite le désir de se représenter et de projeter sa propre image au sommet du pouvoir. Le cinéma arrive à la cour et restera pendant longtemps à la cour, un loisir de cour, et ne connaîtra vraiment une réelle démocratisation timidement dans les années 20, quand les premières salles de cinéma seront ouvertes, mais réservées surtout à un public très occidentalisé. Et la démocratisation réelle n'arrivera que dans les années 50 et 60, avec la création d'une production nationale assez dense et de films, on va dire, qui s'inspirent beaucoup d'autres cinématographies, je pense du cinéma indien ou égyptien, et qui demandent en général peu de choses aux spectateurs, si ce n'est de se soumettre au bon vouloir du réalisateur qui va provoquer son rire, qui va avoir des effets, on pourrait dire, d'identification héroïsante, et puis aussi, comme vous pouvez le voir, je pense, sur ces affiches, également des stimulations érotiques dans ce cinéma.
Donc c'est un cinéma de divertissement qui va être de plus en plus dense, mais au sein de cette production, à partir des années 60, une rupture va avoir lieu, comme ailleurs, dans beaucoup de pays de la planète, et va arriver une modernité cinématographique, on pourrait dire à l'iranienne, avec ses particularités, ce qu'en Iran on va appeler le cinéma différent. Et au sein de ce cinéma beaucoup plus moderne, qui va ambitionner de créer des écarts, ce qu'on pourrait appeler des critiques, crisis, donc l'idée d'écart, avec ce qui est montré, et surtout en utilisant des outils propres au cinéma. Je pense au cadrage, au rapport entre image et son, aux différentes formes d'incarnation de présence, de corps, qu'ils soient acteurs ou non acteurs. Et au sein de ces films, donc, qui vont beaucoup plus solliciter la participation du spectateur, au sein de ces films, on remarque, on repère, dès le début des années 60, je dirais, un nombre assez significatif de films qui vont montrer le dispositif cinématographique, qui vont l'intégrer dans le champ et qui vont questionner les spectateurs sur ce qu'ils voient, sur ce à quoi ils croient, sur ce qu'est la fiction et sur ce qu'est le documentaire. Et ils vont aussi faire vaciller des catégories, je pense notamment à celle du réel, à celle de la vérité, en demandant aux spectateurs de s'impliquer dans ce rapport aux images, en utilisant très fréquemment des mises en abîme, et je dirais même des mises en abîme qui vont se diffracter, d'où le titre aussi de cette conférence et de ce pluriel que j'avais utilisé. Donc je vais consacrer la première partie de cette intervention à ces films qui vont avoir recours au procédé de la mise en abîme, et certains vont même le démultiplier à l'intérieur de ce dispositif. Et dans une seconde partie, je voudrais aborder une question qui me tient à cœur et sur laquelle j'ai d'ailleurs travaillé avec Amélie Neuve-Église pour l'article que nous avons cité, qui est la question du visible et de l'invisible, propre au cinéma. En tous les cas, le cinéma est un art du visible et de l'invisible, et qui peut-être va trouver en Iran un terrain particulièrement propice pour se développer au regard d'un rapport au réel qui va travailler à l'articulation de deux formes d'expression du réel, l'une que l'on pourrait appeler celle de l'apparence, le zahir, et une autre qui a rapport davantage avec le domaine du cachet, de l'intériorité, de l'essence des personnes, et que l'on nomme baten. Et c'est cette articulation du visible et de l'invisible qui peut permettre, qui va travailler aussi le cinéma en Iran dans un écho, je pense, ce n'est pas la même chose, mais c'est dans un écho extrêmement fécond entre le rapport du visible et de l'invisible tel qu'il a été travaillé par le cinéma depuis son apparition.